Elle a tout dit. Merci d'être resté et je suis très content d'être là. J'ai un petit conflit d'intérêts pour présenter la télé-réadaptation. C'est que je suis co-coordinateur d'un article 51. Comme vient de vous le dire Muriel, aujourd'hui, la télé-réadaptation en France, entre guillemets, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est surtout pas pris en charge par la sécurité sociale, à l'inverse d'autres pays. Et pourtant, ces autres pays ont déjà montré, je vais vous montrer dans quelques études, que ça amenait déjà beaucoup de choses qui étaient très intéressantes. Il n'empêche que nous, il faut qu'on refasse un petit peu ces recherches. Et c'est peut-être mon seul conflit d'intérêt, c'est celui-ci. Alors, d'abord, une définition. C'est vrai qu'on parle beaucoup en télémédecine de tas de choses. Et il y a la télésurveillance, surtout dans le cadre de l'insuffisance cardiaque qui marche bien, avec, vous avez sûrement entendu parler des programmes étapes, qui va être enfin normalement normalisé et étendu à partir du mois de juillet, dans un mois, et qui va permettre à tous les centres en France de faire de la télésurveillance et d'être, entre guillemets, payés pour ça. Donc cette télésurveillance, c'est rapatrier des éléments du patient, des examens, des valeurs tensionnelles, du poids, soit par une infirmière, soit par le patient lui-même, à une structure, et c'est souvent la structure hospitalière qui va suivre le patient. La téléréadaptation, ce n'est plus des structures hospitalières, mais ça part des centres de réadaptation. C'est-à-dire que ce sont les centres de réadaptation qui vont surveiller les gens à distance, faire donc de la télésurveillance, mais également leur proposer des programmes d'activité physique, entre autres, mais aussi des différents éléments sur les thèmes que sont, entre autres, les thèmes d'éducation thérapeutique ou les thèmes sur le traitement. Donc, c'est ça la différence. Et cette téléréadaptation va se faire grâce à un support, grâce à une plateforme informatique. Le patient rentre chez lui avec une application sur son smartphone. Il a tout un programme. Ce programme, il doit le respecter. Et à chaque fois qu'il fait une activité physique, nous recueillons les données, et ce qui nous permet d'échanger avec les patients et de continuer à les surveiller. Alors, c'est vrai qu'on a en téléréadaptation, pas un ennemi, mais on a un miroir qui est la réadaptation en centre, qui a montré grâce à cette prise en charge pluridisciplinaire, ce que vient de vous dire Muriel, c'est-à-dire des réductions de mortalité que nous envient certains laboratoires ou des réductions du nombre de réhospitalisations très importantes. Il n'empêche qu'il ne faut sûrement pas comparer la téléréadaptation et la réadaptation. La téléréadaptation, c'est fait aussi pour des gens qui ne vont pas en réadaptation. Et c'est ce qu'on cherche à travers les études que l'on fait, c'est de ramener les gens à de la réadaptation sans qu'ils soient forcément dans des centres. Donc la prescription, elle est faible, on en a parlé, je ne veux pas enfoncer le clou, mais c'est quand même vrai. Alors c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai dans beaucoup de pays, même aux États-Unis, il y a une sous-prescription de la réadaptation, et ce qui est un manque certain de survie pour de nombreux patients, mais c'est comme ça. Les obstacles à la prescription, on les connaît, tu viens d'en parler. Ceux qui sont entourés, ce sont des obstacles qui peuvent être levés par la téléréadaptation. Les délais aujourd'hui de certains SSR ou SMR peuvent être levés par une prise en charge qui va être faite à distance. Les programmes mal adaptés parce que ces programmes, les gens, on n'arrive pas toujours à les suivre, à faire comme, eh bien, ils seront améliorés par une réadaptation très personnalisée du patient en lui-même grâce à la téléréadaptation. La motivation, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas en réadaptation, et entre autres les femmes. Très peu de femmes viennent en réadaptation parce que ces dames n'ont pas le temps, parce qu'elles s'occupent de leurs enfants, parce qu'elles s'occupent de la famille, bien si elles ont fait un infarctus. Et bien là, elles peuvent amener leurs enfants à l'école et puis en rentrant, faire une séance de réadaptation à domicile. Et puis il y a des tas d'occasions comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas le temps professionnellement, qui reprennent très très vite leur activité professionnelle, qui ne peuvent pas consacrer 15 jours, 3 semaines à une période de réadaptation. Donc l'accessibilité. Puis il y a la distance qui est importante, puisque ces centres sont répartis certes en France, mais je vous montrerai une étude qui se passe en Corse actuellement, qui n'est pas inintéressante, rien qu'à cause de ça, rien qu'à cause de la distance, les gens ont accès quand même à une réadaptation. Puis il y a ceux qui ne veulent pas faire une prise en charge en groupe. Dernièrement, là, il y a quelqu'un qui est reparti parce qu'il est rentré dans la salle, il a vu que tous les gens avaient 20 ans de plus que lui, il est reparti. Voilà, des choses. Après, on lui a expliqué, mais
Tout ça, c'est vrai, ce sont des choses qui sont évidentes. Eh bien, la téléréadaptation peut agir sur ces facteurs. Alors, la téléréadaptation, elle apparaît dans les recommandations qu'en 2021. Vous l'avez en bas ici, cette réadaptation avec un niveau de preuve qui est très faible, qui n'est pas très important parce qu'il y a peu d'études, et surtout les études sont faites avec peu de patients. La téléréadaptation, on en parle beaucoup en France depuis le Covid, mais d'une part, nos projets, entre autres le projet World Cup dont on parlera un petit peu tout à l'heure, est un projet qui est antérieur au Covid. Par contre, on s'est pris 2 ans dans les dents avant de le débuter. Ça existe en Angleterre depuis les années 92, c'est maintenant pris en charge. Ça existe également dans d'autres pays. En Pologne, l'équipe de Varsovie avait travaillé sur la faisabilité de la réadaptation à domicile, avec des critères de surveillance qui étaient importants. Puis, ils ont fait une étude où ils ont comparé pour la première fois la téléréadaptation et ce qu'on peut faire de façon classique. Et ils ont montré qu'on avait un gain de puissance qui était aussi bon, voire meilleur, et que surtout la qualité de vie, et les gens étaient beaucoup plus satisfaits par le biais de la téléréadaptation que par ce qu'on pouvait faire en centre. Ensuite, il y a eu des études qui ont comparé la téléréadaptation à ce qu'on fait vraiment en centre. Et d'où cette étude canadienne de 12 semaines à domicile et 12 semaines au centre a montré de la même manière, 1, que c'était faisable, qu'il n'y avait pas de danger, 2, qu'il y avait un gain de puissance qui était identique et que l'on pouvait ensuite continuer à suivre les patients dans leur phase 3, mais surtout qu'on n'avait pas d'événements indésirables et c'était important. En gros, à l'étranger, la téléréadaptation, ça a été démontré faisable, sans danger, ou sans trop de danger, puisque là on a un événement à l'exercice sur plus de 23 000 patients heures d'exercice. On a un gain de force identique et qui persiste au bout de 3 ans d'après cette étude. On a un coût économique beaucoup plus bas. Dans World Cup, on a des patients, notre programme coûte 50% moins cher que le centre, ce qu'on fait en centre de réadaptation. Enfin, on a surtout pris ce qu'on nous a donné, puisque ce sont des centres, si on avait pu prendre plus, on aurait pris plus. Meilleure assiduité chez les patients, puisqu'on les surveille, on sait exactement ce qu'ils font, et meilleure assiduité à plus de 88% d'assiduité par rapport à des gens qui sont en centre. Meilleur maintien de l'activité physique au long cours, même si c'est un espoir, ça, c'est-à-dire d'introduire l'activité physique au domicile du patient, on peut penser qu'il le continuera plus volontairement dans les semaines et dans les années qui suivent. Il n'y a pas ou peu d'hospitalisation pendant cette téléréadaptation, il n'y a pas de différence en réhospitalisation. Malheureusement, toutes ces études, et c'est pour ça qu'on a un niveau de preuve très faible, quand on compare les études qui ont été faites dans l'insuffisance cardiaque, on s'aperçoit que les protocoles sont assez différents, que les niveaux de surveillance sont très différents et qu'il est difficile d'avoir un cadre bien net, bien clair. Je voulais vous rappeler une étude qui est l'étude HF-Action, que vous devez connaître dans l'insuffisance cardiaque, où je vous rappelle qu'il y avait plus de 2000 patients, que les fractions d'éjection étaient aux alentours de 25%, que les patients étaient dans un premier temps en centre de réadaptation, en début de courbe, et qu'ensuite, ils rentraient à domicile avec soit un programme suivi, soit, comme on fait d'habitude, rentrer chez vous, appliquer un petit peu les recommandations. Et on s'est aperçu malheureusement qu'au bout de 3 ans, il n'y avait pas de grosse différence entre les 2 bras de l'étude. Si on va un peu plus loin dans cette remarque, on s'aperçoit que l'objectif, qui est la barre rouge qui est sur cette diapo ici, l'objectif d'activité physique n'a jamais été respecté. Les gens se sont toujours sous-entraînés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qu'on revoit faire de la réadaptation à domicile, il va falloir le surveiller de façon très claire pour qu'il fasse au minimum ce qu'on lui a dit de faire pour pouvoir garder ses bénéfices. Donc, article 51, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont un appel à projet qui a été fait en 2018, appel à projet pour des projets sur la nouvelle organisation de santé, qui doivent être innovants, performants, pertinents, reproductibles, finances mixtes, à la fois côté sécurité sociale, à la fois finances privées, et on arrive à avoir plusieurs articles en cours en téléréadaptation aujourd'hui, 2 téléréadaptations à domicile, une téléréadaptation, mais qui n'est pas à domicile, je vous les présente. Ça, c'est l'étude de Sonia Coron, qui est l'étude RED-I, qui est une étude qu'on appelle hybride, parce que dans un premier temps, les gens sont au centre de réadaptation, puis ils rentrent chez eux et vont faire des séances de réadaptation à domicile, et vont revenir 1 fois ou 2 fois par semaine,
mais de façon hybride, et ceci pendant assez longtemps, 10 semaines dans son programme. Donc, réadaptation hybride où on alterne un coup à la maison, un coup en centre, pour vérifier si tout va bien, pour vérifier certaines choses, pour éventuellement profiter pour faire des séances d'éducation thérapeutique. Nous, on a choisi une autre option. Alors maintenant, on est plus que 11, on est 16 SSR. Au départ, on était 8 centres en France à le faire. On a plus que 310, on a 350 patients. Le principe, c'est le patient sort de l'hôpital ou de la clinique, passe en SSR, on lui fait un bilan initial. Il est possible qu'il rentre dans un protocole de téléréadaptation. On le met, on le garde pendant 3 séances, des demi-journées en centre pour lancer l'affaire, pour l'apprendre à servir d'une application, pour lui prêter les outils qu'il faudra, et il rentre à son domicile avec un capteur, avec son application sur son smartphone et avec un vélo. Et à partir de là, il va faire 20 séances à domicile, aux heures qu'il veut, quand il veut, mais en suivant les programmes qu'on lui donne. Sur son smartphone, à chaque fois qu'il fait une épreuve, à chaque fois qu'il fait une activité physique, on récupère des données qualitatives et des données quantitatives de niveau de fréquence, et on a sur nos écrans d'observation, puisqu'on surveille nos patients à distance, ce genre de résultats qui nous donnent l'observance, la complétude, la fréquence cardiaque de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens restent surveillés, ils sont contents. On reste en contact avec eux pour savoir si tout s'est passé. Alors avant de faire un exercice, il faut qu'ils remplissent des petites choses pour être sûrs qu'ils peuvent le faire. Et on récupère, nous, les données avec des systèmes d'alarme qui nous permettent soit d'appeler immédiatement les patients, soit de mieux les conseiller. Je vais vous parler du dernier article 51 qui se passe cette fois-ci en Corse. Eh bien, il y a 2 centres de réadaptation en Corse, un à Ajaccio et un à Bastia. Eh bien, ils ont, à partir de ces 2 centres, envoyé leurs patients ensuite dans des maisons de santé proches du domicile, de façon à ce que les gens puissent faire, là aussi, une vingtaine de séances de réadaptation. Et l'innovation, pour eux, elle est là, c'est-à-dire qu'on évite tous ces problèmes de transport et de distance qui rend impossible le fait d'aller en centre de réadaptation. Aujourd'hui, la réadaptation est quelque chose d'important. Et pourquoi il faut la faire? Pour ce qu'on a vient, je le redis, les transports, économie de transport, économie entre guillemets écologique également, les contraintes de temps de chacun, et beaucoup de gens qu'on a refusent de se donner un petit peu de temps pour faire de la réadaptation, avec des gens qui ont des personnalités indépendantes. Ça permet d'offrir et d'augmenter l'offre de soins et d'espérer que dans les années qui viennent, on soit non plus toujours à 30%, mais peut-être à 40% de gens qui bénéficient de la réadaptation. Les patients sont souvent très séduits par ce qu'on leur propose, plus d'assiduité. Il y a des limites. C'est d'abord le TP. Le TP, on a l'habitude de le faire face à face, donc c'est toujours un petit peu difficile. Et les équipes pluridisciplinaires doivent être dédiées à ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de restructurer nos centres de réadaptation, de l'administration, du secrétaire jusqu'à nos APA, jusqu'à nos infirmiers. On a besoin d'équipes dédiées un petit peu à ça. Il faut une plateforme digitale qui soit structurée et fiable, et c'est ce qu'on a avec la plateforme InSuite que vous avez peut-être vu puisqu'ils étaient chez nous au congrès aujourd'hui. C'est facile d'utilisation pour le patient, il y a un confort donc pour le patient, il y a des échanges qui sont capables de se faire entre d'abord l'équipe médicale et nous-mêmes, et puis les patients et l'équipe médicale. Ils sont très à l'écoute des remarques, ce qui fait qu'on a beaucoup progressé depuis 2 ans. Mais il nous reste le remboursement. Pour que ça tombe dans une possibilité d'utilisation dans tous les centres en France, eh bien, il nous reste cette partie-là. Et on y travaille en espérant faire avancer un petit peu plus vite les choses, parce que souvent, ce n'est pas très simple. Donc c'est une piste, la téléréadaptation, il y en a d'autres. C'est une piste que les centres devront avoir dans les années qui viennent, parce que ça correspond à certains patients qui sont plus autonomes, ça correspond à des gens qui habitent loin, c'est des gens qui vont choisir par choix personnel ce type de réadaptation et qui vont venir compléter bien sûr l'hospitalisation complète et puis l'hospitalisation de jour, comme on peut l'avoir. Je vous remercie. Et mes collègues sont partis, mais je vous redis qu'on vous attend le 31 mai à Lyon. On est en train de concocter le futur congrès du Club des cardiologues du sport.
qui sera peut-être dans une autre ambiance, enfin, vous verrez bien. C'est la surprise, on y réfléchit. C'est un congrès qui va être Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il y a un Grenoblois, un Lyonnais et moi-même qui allons essayer de nous en occuper. On vous attend tous avec des ateliers, enfin, vous verrez bien, mais il faut venir pour le voir. Je vous remercie.